Le sport, ce n'est pas juste des records et des médailles. C'est aussi des parcours, des choix, des défis et des moments qui marquent une vie. Bienvenue sur Nice Art Sport dans notre série de podcasts dédiés aux sportifs et anciens champions de Nice et de sa région. Je suis Valentin. Et moi Nathan. À travers leurs récits, nous allons découvrir comment ces athlètes ont forgé leur carrière, surmonté les obstacles et vécu leurs plus grands moments. Pourquoi ont-ils choisi ce sport ? Comment ont-ils géré la pression, les victoires et les défaites ? En collaboration avec Wavestoria, nous explorons les coulisses du sport et les trajectoires qui font vibrer notre territoire. Alors préparez-vous à entrer sur le terrain avec nous. Bienvenue à tous et à toutes sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Pied, ancien footballeur professionnel passé par Lyon, l'Angleterre et bien évidemment Nice. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, pour ce long entretien, je ne serai pas seul. Nathan Rochefort est également là. Bonjour Nathan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'idée de cet épisode sera d'en apprendre plus sur notre invité, de sa jeunesse, à sa vie de footballeur, mais également de son après-carrière. Car Jérémy, on peut dire que tu ne t'es pas tourné les pouces. Tu habites aujourd'hui sur la Côte d'Azur, mais tu es originaire à la base de Grenoble. Tu as donc touché tes premiers ballons là-bas. Et justement, comment a débuté ton aventure avec le football ? Mon aventure avec le football, c'est 98. Ça commence à dater un petit peu, mais bon, c'est l'année où on est champion du monde avec l'équipe de France. Voilà, moi, il fallait faire un sport à la maison. Il fallait choisir le foot, le rugby, un peu tous les sports où on courait. Et voilà, j'ai suivi un petit peu. Je crois qu'à l'époque c'était mon frère. Il fallait qu'il choisisse et moi je voulais faire un peu ce qu'il faisait. Au début c'était rugby, je crois. Ok, rugby. Puis au dernier moment non, foot. Ok, foot. Et puis voilà, j'ai joué dans le club du coin, Saint-Égrève exactement, dans la banlieue grenobloise. Et vers l'âge de 10, 11, 12 ans, je crois il y a Grenoble en fait à l'époque qui commençait à essayer de me faire venir jouer avec eux. J'ai pris le temps parce qu'il y avait les transports, les choses comme ça. Puis dès que j'ai eu l'opportunité avec l'école de pouvoir aller m'entraîner avec eux, bah ça a commencé comme ça, plus sérieusement on va dire. Et justement là-bas, tu as fait ta préformation à Grenoble avant de rejoindre Lyon. Est-ce que à ce moment-là, tu voyais en le football quand même ton avenir ? Ah oui, clairement. Moi, dès que on me posait la question à l'école, il y avait des petites fiches où on devait dire ce qu'on voulait faire. Moi, je mettais footballeur. On avait toujours les professeurs qui nous disaient voilà, non, mais ça, c'est pas un métier, etc. Moi, clairement, je m'imaginais pas faire autre chose. Après, quand on est jeune, on veut toujours rêver. Mais bon, c'est important je pense, si on veut devenir footballeur, que ce soit quand même un rêve et qu'on ait envie de tout faire pour, parce que c'est déjà assez compliqué si on n'est pas à 100%. Il faut l'être et ensuite, il faut avoir, bien sûr, un peu de chance, etc. Mais moi, dès le début, je m'imaginais pas faire autre chose, clairement. Et c'est en 2004, si je dis pas de bêtises, que tu as rejoint le centre de formation de Lyon. Et justement, en passant de Grenoble à Lyon, c'était, j'imagine, une autre dimension. Comment tu as vécu ce changement ? À Lyon, c'était déjà en centre de formation, c'était clairement le meilleur, je crois, de France. Après, j'avais eu plusieurs... Là, tu me rappelles les souvenirs. Hein, donc, j'avais eu le choix. Je me rappelle clairement il y avait Lyon, Sochaux, qui était très, très fort en centre de formation. Mais il y avait pas... C'était l'école dans le centre de formation. Alors qu'à Lyon, ils proposaient l'école en extérieur. Moi, c'était à 1 heure de route. J'avais la possibilité... J'avais eu un contrat aussi. Même si on parlait... C'était assez jeune, mais quand même, c'était déjà important d'avoir... Contrat aspirant, c'est ça, non ? C'était aspirant, exactement. Ces 3 ans, c'était quelque chose qui rassurait aussi les parents, même si c'était pas une histoire d'argent, c'était plus une histoire de tu sais ce que tu vas faire pendant 3 ans. Voilà, t'es avec l'école, etc. pour éviter que ton cursus il soit anéanti au bout d'1 an. Non, tu dois partir, tu dois rester, etc. Donc là, j'avais un contrat, 1 heure de route de chez moi et voire le meilleur centre de formation. Donc tout était bien. Lors de la saison 2008-2009, tu t'entraînes avec le groupe pro et tu apparais même sur certaines feuilles de match. Et le coach, justement, qui te fait monter, c'est Claude Puel. C'est quelqu'un qui est assez important dans ta carrière, car tu vas le retrouver, que ce soit à Nice ou à Southampton. Justement, tu décrirais comment la personne et qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta carrière ? C'est quelqu'un qui marche beaucoup à la méritocratie. Donc, contrairement à ce que peut-être les gens pensent, il ne m'a pas forcément facilité les choses. Ça a été plutôt l'inverse. Ça a été toujours très, très dur. Mais par contre, à partir du moment où on donnait tout pour lui, il avait toujours, même s'il était très dur avec tout le monde, hein, c'est à partir du moment où on se donnait et
et il voyait qu'on trichait pas. Il avait toujours ce côté, ok, je vais te le rendre, tu vois, je vais te donner une minute, je vais te donner ça, je vais te faire un banc, etc. Et tout au long de ma carrière, bon, ça donne un petit peu différent par rapport à une grosse blessure du genou, mais entre Lyon et Nice, il a toujours fonctionné en faisant appel à moi, mais aussi en étant très dur à des moments. Et ça, les gens, ils le voient peut-être moins. Mais du coup, c'est ce qui m'a aussi servi tout au long de ma carrière, ce côté très dur de Claude Puel, mais qui sert dans la vie de tous les jours et qui m'a servi sur le terrain. Et qu'a-t-il justement apporté ou changé à ton jeu, Claude Puel ? Moi, je pense que c'est surtout dans le caractère. Et puis ça se voit, même là, dernièrement, on le voyait encore jouer, même s'entraîner. Plus maintenant, je pense, mais il y a jusque tard, il s'entraînait encore, il s'arrachait. C'était un entraîneur qui marchait beaucoup il fallait rien lâcher, jamais. Voilà, même pour un petit jeu, pour n'importe quoi. Et ça, on peut pas lui reprocher. Et je pense que ça collait aussi à mes convictions. Je suis pas le joueur le plus technique, le plus ce que tu veux de l'histoire, mais par contre, en termes d'abnégation, de ne rien lâcher, etc., je pense avoir fait quelques preuves au haut niveau. Lors de la saison 2009-2010, tu fais 1 an de prêt à Metz. C'est là où tu vas intégrer après de façon permanente l'équipe 1 de Lyon et tu vas justement découvrir une compétition, la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas un rêve ultime pour un joueur justement de jouer ça ? À l'époque, si oui, dans le fond de la musique, etc., oui, c'est un rêve. Après, ultime, je sais pas, parce qu'on fait pas attention. Maintenant, avec le recul, je me dis, waouh, c'était extraordinaire. J'ai des équipes, maintenant, je m'entraîne avec l'équipe 2 de l'OGC Nice. Je joue même, avec eux. Je suis licencié. Et je discute avec des jeunes et je leur raconte, ils me croient pas. Je leur dis, mais si je dis si, quand j'avais ton âge, je jouais contre le Real Madrid, etc. Non, je te crois pas. Il y avait pas autant de vidéos qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux. Je dis, mais cherche un petit peu, tu verras, les Real Madrid, j'ai joué des sacrés matchs. Et ouais, non, mais ça, encore une fois, j'ai eu de la chance de faire partie de ce club qui, encore une fois, jouait à partir du centre de formation jusqu'au professionnel, toujours les premières places pour jouer la Ligue des Champions, les 3 premières places. Donc d'avoir l'opportunité de faire partie de ce centre. Très difficile d'arriver au haut niveau, mais à partir du moment où tu y arrives, tu as tout de suite la Ligue des Champions, il faut jouer les 3 premières places, il faut jouer le titre, il faut jouer la coupe. Voilà, donc non, très content. Et pour revenir à ta question, oui, la Ligue des Champions, c'était un rêve, mais je pense qu'à cet âge-là, je cogitais pas à ce point-là, quoi. Et du coup, après, en août 2012, tu décides de quitter Lyon pour rejoindre Nice. Là-bas, tu retrouves Claude Puel. Et il a été l'une des personnes qui t'a poussé à rejoindre les Aiglons. Moi, franchement, les soirs, c'est assez fou parce que moi, quand je pars de Lyon à Nice, je pense qu'il y a quelques contacts qui se font sans mon accord, en loge, on va dire. Pas trop au courant de tout ce qui se passe. Je suis jeune. Pour revenir à ta question de tout à l'heure, j'ai fait une saison complète en fait en CFA. Je pouvais pas jouer avec les pros, mais le coach Puel me l'avait dit. Il y a des joueurs en place, donc tu te feras prêter où tu veux. C'est là où j'ai décidé de me faire prêter à Metz, parce que je pense que c'était important pour moi. J'avais choisi de jouer un club, je préférais jouer un club qui joue le haut de tableau en Ligue 2 qu'un club qui végète en Ligue 1 ou qui joue pour ne pas descendre. Tu vois, c'est plus compliqué. Donc j'ai fait une très belle saison à Metz, je suis revenu. Là, j'ai eu l'opportunité de jouer avec Lyon, avec Rémi Garde. On gagne la coupe. Et là, je pense qu'en loge, il y a quelques mois, moi et Clément Grenier, il y avait quelques trucs. On me dit, voilà, demain tu pars, pas trop au courant. Non, on m'a rien dit. Je fais un dernier match. Et c'est Claude Puel, je crois qu'avec Nice, il avait recruté aussi Kolo Diezac. Il avait essayé de refaire un petit peu avec les joueurs qui étaient en place. Il y avait Zitanic à l'époque. Il y avait eu un pari sur Darius Vitanic. Il y avait des joueurs en place, Ivei, Digard, Meriem, des joueurs vraiment très expérimenté, puis très profil au GC Nice, voilà, qui était en place. Et je pense qu'il voulait un petit peu rajeunir avec aussi d'autres joueurs. Et il a profité de son passage à Lyon pour voir un peu ceux qui avaient moins de temps de jeu. Il le savait en off. Et puis il nous a fait venir pour faire une belle saison. Au final, c'est ce qu'on a fait. C'était un peu, moi des fois je rigole, j'en avais un peu une équipe de pas de bras cassés, mais un bon mélange, tu vois. Et en fait, on a tous réussi à trouver notre intérêt entre ceux qui arrivaient et ceux qui étaient là. Au début de saison, je crois 3-4 défaites d'affilée, 17e. Dur. Mais fin de saison, 4e. Et Lyon qui était un peu en flip parce qu'on joue le dernier match au Stade du Ré. On menait 1-0. But de pénalty de Darius Vitanic. Je crois que c'est Clément Grenier d'ailleurs qui égalise sur un magnifique coup franc. Mais ils étaient comme ça, tu vois. Ils tremblaient là, vous me voyez pas, mais ils tremblaient parce que si on gagnait, on passait devant. C'était illogique, quoi.
Justement, là, tu disais que Nice avait fini 4e cette saison. C'est même historique parce qu'il faut remonter à 1976 pour revoir Nice aussi haut au classement en Ligue 1. Et justement, je pense que là, tu disais au début de saison, c'était 3-4 défaites, 17e place, puis finir 4e. Comment c'était une saison folle, quoi, en fait. Dans le vestiaire, ça devait être incroyable. Complètement folle. Mais après, moi, j'ai fait 4 ans à l'OGC Nice, une année prêtée à... J'avais beaucoup de blessures ma 2e année, donc ma 3e année, j'étais prêté à Guingamp. Mais entre la première et la dernière, la première 4e et la dernière 4e, les deux sont folles. Peut-être qu'on va y revenir après sur la dernière, mais elles sont différentes. Mais la première, je pense que c'est aussi aujourd'hui une des raisons pour lesquelles dans la région, j'habite dans le coin. Quand je discute avec cette génération où tu vas et que tu vois des gens qui étaient à cette époque-là supporters, on va dire vraiment, tu vois, voilà, assidus, vraiment, ça durait. Ils nous rappellent des souvenirs, mais même moi, j'avais oublié. Mais je pense que cette année-là, elle a été forte en termes de, encore une fois, on parle pas de technique, on parle pas de quoi que ce soit. Vraiment. Émotion, grinta, les gens, leur équipe leur appartenait, tu vois ce que je veux dire. Je crois que c'est 2 défaites à la maison. Les équipes, elles venaient nous en off, ils nous disaient putain, on n'a pas envie de venir, pardon, j'ai un gros mot, mais on n'a pas envie de venir au Stade du Ré, ça va être dur, ça va être compliqué, les gens, ils sont très proches. Ouais, c'est comme ça. Nous aussi, ça a été dur. Nous, on est là pour s'arracher sur le terrain, tant pis pour vous si c'est difficile. Et les gens, je pense qu'ils se voyaient, tu vois ce que je veux dire, ils se voyaient en notre équipe. Oui, vous les représentiez, quoi. Voilà, ils étaient très très proches. Et petite anecdote, après je te laisse, mais aujourd'hui, c'est très quadrillé le football, tu vois, les mecs qui rentrent dans le centre de formation, ils rentrent chez eux, il y a les réseaux, etc. À l'époque, quand on finissait le match, avant le match et après le match, on devait aller au parking, au Stade du Ré, on devait passer devant tout le monde. Donc il n'y avait pas de défaite ou on se cache un peu ou de victoire, machin et tout. Que tu gagnes ou que tu perds, que tu joues bien, que tu joues mal, tu passais devant tout le monde et t'allais au parking, tu devais dire bonjour à tout le monde, etc. C'était vraiment très très proche. Alors que ouais, j'ai un ami justement qui me faisait la réflexion, c'était lors du dernier match contre Strasbourg à domicile. À peine 2 joueurs se sont arrêtés au niveau des grilles du parking de l'Alliance pour juste dire un coucou ou signer des autographes. Allez, ça devient mort. Ça fait partie du nouveau football, on va pas se mentir. Il y a eu le nouveau stade, il y a eu des nouveaux sponsors, il y a des nouveaux dirigeants. Ça fait partie du football d'aujourd'hui. C'est même pas du nouveau football, c'est du football d'aujourd'hui. Beaucoup plus axé sur les réseaux, tu vois, sur la communication, etc. À l'époque, il y en avait peut-être un peu moins, mais c'était plus franc peut-être. Mais je pense que ça, c'est générationnel et il va falloir faire avec. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut quand même aujourd'hui avoir le grand stade, etc. et être assez proche des supporters comme l'OGC Nice. Moi, je dis encore une fois, je m'entraîne avec les seniors. Je pense que quand tu es à l'intérieur, l'OGC Nice, c'est une équipe qui est très ancrée, tu vois, famille. À partir du moment où l'équipe est comme ça tourne bien. Ouais. Après, maintenant, il faut faire que les aléas d'une saison. J'ai pas suivi là pour Nice-Strasbourg, pour être honnête, mais il faut pas en vouloir aux joueurs. Ils sont, en tout cas ceux qui sont en place aujourd'hui, ils se donnent à 100% pour l'équipe. Et je pense que les supporters ils le voient. Après, il y a toujours des critiques, ça fait partie du football. Tant qu'ils trichent pas, ça va. Et donc, lors de ta dernière saison à Nice, tu as rencontré, je pense, un joueur qui a bouleversé, en tout cas qui a marqué la vie des supporters niçois. C'est Hatem Ben Arfa. À l'entraînement, ça devait être un phénomène. Il ne vous mettait pas non plus trop la misère? Non, pas à Nice. Après, je le connais depuis longtemps. J'ai 35 ans, moi je le connais depuis l'âge de 17 ans. Il a 2 ans de plus que moi. Donc pour en revenir à Lyon, tu vois, c'était une génération 87. Moi, je suis en 89. Mais on se côtoyait déjà du coup aux entraînements, etc. Bon, lui, il était déjà professionnel. C'était un niveau international. Mais on se côtoyait quand même aux entraînements quand lui redescendait avec la CFA à l'époque pour jouer quelques matchs et tout. Donc on se côtoyait à Lyon. Après, lui, il a fait sa carrière, etc. On s'est retrouvés à Nice. Et à Nice, encore une fois, il y a tous les joueurs. Il y avait des revanchards, un peu comme Hatem. Il y avait moi, il y avait Valère qui arrivait de Monaco, Valère Germain. Il y avait des jeunes qui arrivaient, Cosiello, il y avait des paris, Mika Seri, Papi Mendy. Bref, il y avait un mélange, un peu comme la saison précédente, où je me rappelle plus l'année que tu me disais, où on a fini 4e au Stade du Ré. Ça a été un petit peu cette année-là, avec Hatem, un peu la même chose. Le collectif a accepté son côté individualiste, mais lui nous l'a tellement rendu comme il fallait sur le terrain en termes d'action, d'émotion, de but, de ce que tu veux. Il a été franc avec nous et à partir de là, la magie a opéré. Et si tu voulais en revenir aux entraînements, non, il nous mettait pas trop la misère à Nice. À Lyon, je l'ai vu mettre la misère à beaucoup de joueurs.
À Nice, un peu moins parce qu'il savait se maîtriser et il connaissait mieux son corps et il savait qu'il valait mieux le faire le week-end que tous les jours à l'entraînement. Il savait quand le faire et nous, on était très contents que ça soit le samedi ou le dimanche. Voilà. Non, c'est un super gars. Et il est très discret. Là, je sais aujourd'hui encore, il fait du paddle, y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur lui. Moi, je le connais très bien. Et il n'a pas besoin de... Il y a toujours eu des avis différents sur lui. C'est quelqu'un qui est, 0 ou 100%, il n'y a pas de milieu. Il sait soit tu le connais et tu sais comme il est, soit tu le connais pas et tu as un avis sur lui et point barre. Mais au fond, c'est un super gars et il le sait. Et justement, on vient de parler de Ateb Ben Arfa. Est-ce que, hormis ce joueur qui nous a tant fait rêver, il y a justement une autre figure que tu as croisée sur un terrain qui t'a vraiment marqué? Quel est le joueur le plus fort ou le plus exceptionnel que tu as affronté? Mais cette question, c'est bien, mais on me la pose souvent. Mais parce que j'ai côtoyé, franchement. Tu as joué un peu partout en Angleterre, la Ligue des Champions. Ouais, surtout des joueurs, mais qui aujourd'hui sont exceptionnels. Mais il faudrait me poser la question différemment. Attends, il faudrait me dire quel joueur, toi, déjà, quel style tu préfères? Et à partir de ce moment-là, je te dis, moi, quel joueur j'ai côtoyé. Et si on parle, on va dire, en termes de dribble, sur une rencontre. Sofiane Bouffal, directement. Il n'y a aucun sujet. Avec Athènes, c'était les deux, je leur ai dit. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, Sofiane, je l'ai côtoyé à Southampton. Il arrivait, lui, de Lille, moi, de Nice. Et pareil, il a son petit caractère. Par contre, un jour, à un entraînement, pour l'anecdote, je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire un entraînement où on était du côté des remplaçants, opposition, et on se retrouve avec lui. Moi, je suis un peu malin parce que j'ai envie de faire un bon entraînement. J'ai réussi un peu la tête. Je lui dis, mais attends, mais Sofiane, tu m'as jamais montré un entraînement où tu te fais vraiment à fond, où je vois vraiment que tes qualités, quoi. Je t'ai vu à Lille et tout, mais je veux voir ce que c'est. Ah ouais, puisque c'est grave, tu vas voir. Il a fait un entraînement. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et là, si un jour il entend ce poste, il sait de quoi je parle parce que je me rappellerai. Mais il a dribblé tout le monde. Les joueurs anglais, ils essayaient tous de l'attraper, ils étaient énervés, ils essayaient de le tacler. Il y avait Van Dijk à l'époque en plus. Même Van Dijk prenait le bouillon. Non, parce qu'il cherchait pas trop à défendre sur l'homme, il voulait plus, il était très bien, il faisait son petit entraînement tranquille. Mais il y avait 2-3 joueurs qui étaient un petit peu... peut-être par rapport au comportement, des choses comme ça, ils aimaient pas trop que ça dribble, etc. Ils essayaient de l'attraper, impossible. Et même quand ils essayaient d'y aller à fond par derrière, ce que tu veux, ils passaient, ils dribblaient, ils crocetaient. À un moment donné, je lui ai même fait une touche, je me suis dit, tiens, je vais te faire une vieille touche, c'était pour te mettre un peu dans la merde. Il était en évitation, en fait. Il a fait avec son corps un truc, le mec, il est dribblé, il allait jusqu'au but, il a marqué. Je regardais, je dis, mais c'est pas possible, le coach, il est dans la... Voilà, il est embarrassé, quoi, le coach là, parce que c'est trop de pas pouvoir le faire plus jouer à l'époque. Il était vraiment embarrassé parce que c'était vraiment fort. Quelle anecdote en tout cas sur Sofiane Bouffal. Justement, je voulais revenir aussi par rapport à l'OGC Nice. On a parlé justement du fait que vous mouillez le maillot. C'était ça vraiment qui vous caractérisait, cette énergie que vous mettiez avec le gym. Est-ce que justement aujourd'hui, au vu du gym qui est désormais européen, quel avenir que tu vois pour l'OGC Nice? Est-ce que tu les vois encore devenir une des figures marquantes en Europa League? Et est-ce que tu penses qu'ils vont réaliser une bonne saison aujourd'hui? De toute façon, mais il faut apprendre. Mais c'est un peu... De dire ça, les gens, ils sont impatients, tu vois, de prendre le temps, etc. Il y a aussi des générations précédentes de l'OGC Nice qui voient l'argent injecté dans le club et ils veulent des résultats, ils veulent de l'Europe, ils veulent des trophées, ils veulent de l'Europe. Mais je pense que le club le fait régulièrement quand même depuis ces dernières années. Déjà d'être une saison sur deux, c'est européen, en fait. On l'a banalisé. Exactement, c'est exactement ça. Et je l'ai eu ce discours en participant, tu sais, avec parfois les lendemains de match, etc. Je fais les radios où on discute un peu du match, mais moi je leur dis, moi je suis pas là pour critiquer, ils me demandent les tops, les flops, moi je ferai jamais ça, j'étais joueur, j'aime pas ça. Par contre, discuter du club, de la progression du club, ça oui. Et l'OGC Nice, il y a une chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'on a banalisé le fait qu'ils jouent l'Europe. Ils étaient en train de dire, ouais, mais les joueurs, Sparta de Prague, mais ils ont pas gagné, tout ça. Moi je les ai laissés parler. Puis d'un moment, les gars, je vous connais, tu vois, les mecs, je les connais depuis longtemps à la radio maintenant. Je leur dis, putain, c'est beau parce que maintenant, on est en train de critiquer les joueurs pour leur mauvais ou bon match en Europa League. C'est exceptionnel, vous vous rendez compte? Vous faites des voyages, ça voyage beaucoup. Mais le Nice, pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est un club qui joue on va dire déjà, quand on commence la saison. Tu joues le top 5, quoi. J'allais même dire top 7. Maintenant, top 5, je pense que t'es dans le vrai. Je disais top 7, c'est pour peut-être enlever un peu de pression. Mais je pense que t'es dans le top 5. Il faut être dans le top 5. Et les supporters, encore une fois, ils sont
un peu comme moi aussi je l'étais, Claude Puel, Athènes Enfant, on parle depuis le début. Ils sont aussi un peu comme ça. Ils sont 0 ou 100. Tu vois, tu te donnes à fond, ils sont là pour toi. Maintenant, ils ont goûté aussi à l'Europa League. Ils veulent y aller tous les ans. Mais au final, est-ce que c'est pas plus mal d'avoir ce côté, d'aller toujours chercher le plus haut, le plus haut, le plus haut. Au final, c'est pas une si mauvaise chose que ça d'avoir cette pression-là. Surtout qu'il faut pas oublier pour les supporters que dans une époque pas si lointaine, entre 2010 et 2012, le gym s'est sauvé à 3 reprises à la dernière journée. Donc, Ils méritent aussi d'avoir ces moments-là, d'aller chercher de gueuler le lendemain au café et de dire merde, on n'est pas 3e, on est 4e. Je trouve que c'est magnifique parce qu'ils méritent ces supporters-là aussi, d'éviter de jouer les dernières places et de plutôt jouer, d'aller jouer le haut tableau. Et c'est une bonne pression parce que ça aussi, c'est quelque chose que les joueurs, entre nous, on voit. Maintenant, je sais pas, mais en tout cas, nous, à l'époque, cette pression-là, les joueurs, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'avoir, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Qu'il y ait des gens derrière pour Voilà. pousser. Quand ça se passe mal, que tu te fais critiquer, t'es dégoûté, mais t'en as besoin. Il y a certains clubs où c'était tranquille. Tu gagnes, tu perds, c'est pas très grave. À Nice, non. Il fallait soit s'arracher pour jouer le maintien, soit s'arracher pour aller jouer les places en Coupe d'Europe. Et les joueurs, ils aiment ça au final. Et aujourd'hui, on gagne même presque sur les victoires. La saison dernière, le jeu de Farioli n'était pas Oui, il est 1-0. Et au final, Nice finit 5e. Très bonne place, c'est l'objectif. Et on a quand même râlé derrière le fait que le jeu n'était pas magnifique. Mais ça, je pense que ça changera jamais. Et maintenant, il y a plus de jeu, mais moins de résultats, et on se plaint aussi. Voilà. Donc, il faut choisir à un moment donné. Mais je pense que dans la transition, pour vraiment être un club, redevenir, parce que ça l'a été, mais vraiment être le club installé dans les premières positions et ne plus bouger, t'as besoin aussi d'avoir des résultats. Même si des fois, c'est un petit peu moins beau. Voilà. Ça, les gens, ils aiment pas trop l'entendre. Mais il y a des fois où il faut assurer le coup parce qu'il faut jouer le haut tableau sur plusieurs saisons. Et à un moment donné, tu vas aussi pouvoir attirer des joueurs. Voilà, à pouvoir dire, Nice, c'est un club qui joue l'Europe. Ok, bah tu peux attirer tel type de joueurs, avoir plus d'argent, tel type de joueurs. Et à un moment donné, une alchimie qui se fait, ça arrive. Et moi, je l'ai vécu. Peut-être qu'on va en parler après à Lille. Et à un moment donné, ça peut arriver. Ça peut arriver de gagner quelque chose. On peut désormais voyager dans le temps. On arrive en 2016, en août 2016, en août 2016 après une nouvelle saison folle et une 4e place, tu décides de t'expatrier en Angleterre. Comment tu as eu cette opportunité et à quel point elle t'a marqué? Moi, je finis mon contrat avec l'OGC Nice. Je vais voir Julien Fournier dans les bureaux. J'ai 26 ans. Et à un moment donné, j'ai envie de voyager. Je pense que l'OGC Nice, il y a eu Lucien Favre qui arrive. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Moi, j'ai eu un changement de poste aussi. Milieu de terrain, arrière droit. J'ai vécu pas mal de choses. Je pense que j'ai laissé le club sur 3 saisons. 2 fois 4e, j'avais fait aussi ce qu'il fallait pour partir tranquillement, serein. C'est dans toute ma carrière de football, peut-être une des seules fois où, avec Julien Fournier, le directeur sportif, en l'occurrence Julien Fournier, on se serre la main, il me dit service rendu. Donc si tu veux rester, on essaie de trouver une solution. S'il faut partir, aucun souci. Par contre, il me dit, si tu dois partir, ça serait bien que ça soit pas dans un club de Ligue 1 qui a à peu près les mêmes prétentions que l'OGC Nice, tu vois, parce que les gens ils comprennent pas après. C'est pas possible. Je dis non, moi de toute façon, si je dois partir à un moment donné, là, j'ai 26 ans, il faut que j'aille à l'étranger. Mais bon, c'est bien beau de le dire, mais j'étais un petit peu coincé dans le fait d'avoir eu un changement de poste. Les clubs ne savaient pas si j'étais un ailier qui débordait beaucoup, centré, beaucoup de passes décisives, ou plutôt un nouveau défenseur. Il me manquait une année de confirmation plutôt, tu vois, en tant que latéral. Parce que ce poste-là, à l'époque, il était en construction. Il arrivait, on va dire, ce poste de latéral, tu vois, qui plus offensif. Voilà, très offensif. Et les clubs, ils me disaient, oui, c'est une bonne saison, très bonne saison. Il manque peut-être une année de confirmation. Tu vois, c'est peut-être ce qui m'a manqué pour être plus serein, pour partir dans un club plus serein. Il y avait des clubs, il y avait des opportunités, à droite, à gauche. Et pour que ça soit plus simple, il fallait peut-être une année de confirmation. Mais du coup, j'ai eu cette opportunité très longue sur le mois des transferts. Mais quand Claude Puel est arrivé, il m'a pas appelé tout de suite. Hein. Moi, je l'avais appelé, je crois que pour encore une autre anecdote, si vous voulez tout savoir, j'étais en Turquie pour voir. Je voulais voir aussi ce qui se passait là-bas. Le club qui m'avait appelé. Donc j'étais allé voir et je l'avais appelé pour lui dire merci coach pour la saison par rapport à la méritocratie parce que j'étais pas parti dans les petits papiers. Moi, on m'avait demandé de partir de l'OGC Nice puisqu'il me reste un an de contrat.
Et à partir du moment où il m'a vu que je me donnais à fond, j'ai eu cette possibilité de jouer. Et là, il m'a laissé jouer. Donc, je l'avais juste appelé pour ça. Merci, au revoir. Et puis, je crois que c'est 3 semaines après, il m'appelle. Il me dit, bon, je suis à Southampton, là, maintenant. Si tu veux venir, tu viens. Voilà. Et pour rentrer en Angleterre, pour être honnête, dans tous les clubs, c'est très compliqué à cette époque-là. Il fallait être international, même si tu veux jouer dans une équipe qui finit 15e du championnat anglais. Il prenait pas, il fallait être absolument international de ton pays, de quelque chose comme ça, tu vois. J'ai même envie de dire que les clubs préféraient payer des joueurs pour montrer là-bas, tu sais, il y avait beaucoup d'argent en Angleterre, il y en a encore beaucoup, mais à l'époque, ça dépensait beaucoup. Ils aimaient beaucoup dépenser et dire montrer à leurs supporters, là-bas, regardez, on a dépensé sur le marché. Alors toi, t'es libre, t'arrives, tu dis, je suis libre, il y a rien à, les gars, voilà, je suis gratuit, si ça marche pas, les gars, il y a aucun risque. Ouais, mais bon, on préfère mettre de l'argent, tu vois, beaucoup d'argent sur des joueurs. Donc voilà, je m'étais retrouvé un peu dans cette situation-là, mais Claude Puel m'a fait venir et j'ai eu cette opportunité de signer 2 ans à Southampton. Et qu'est-ce que t'en retiens justement? Déjà, je me suis fait une grosse blessure au genou. Donc j'arrive, je m'installe, je m'installe dans l'équipe tranquillement. Le coach me dit, prends ton temps, on fait un premier match, après on joue à United, Manchester, il me dit non. Il me dit, tu vas pas, voilà. Puis moi, je voulais absolument leur montrer à tous ces joueurs-là que je mérite de jouer avec eux. Et puis à l'entraînement, j'en ai fait un peu trop. Et puis voilà, je me fais mal au genou. Donc sur le coup, j'ai même pas très très mal, pour être honnête. Mais le docteur arrive le soir. J'avais entendu quand même le bruit du genou, tu vois. Et puis le docteur, il vient, il dit, ouais, c'est fini, t'en as pour 9 mois. Oh, bon, dur. Donc après les examens, bon, je vois que c'est un peu, ça arrive à tout le monde, quoi, de se faire le genou. Je reviens après 6 mois. Je réussis à faire quelques matchs en fin de saison. Et après, nouvel entraîneur l'année d'après. Le coach qui se fait virer, du coup, on finit 7e d'ailleurs. Ouais, pourtant, c'est une bonne saison, justement, j'avais vu. Mais par rapport à la saison précédente, c'était pas le même résultat. Il y avait d'ailleurs l'Europe aussi, je crois, Southampton jouait la même saison. L'Europe, on arrive, on joue l'Europe. On finit 7e, mais je crois que j'ai eu cette chance-là de jouer dans des clubs où vraiment le niveau de toujours aller chercher les choses, d'exigence, était vraiment élevé. Southampton, je me rappellerai, parce que c'était mon capitaine après à Lille, José Font, qui m'avait expliqué, les histoires de primes et tout. C'est toujours tabou d'en parler, c'est pas grave, je te raconte. Il avait tout enlevé à Southampton. Ils avaient dit, tant qu'on n'est pas en dessous, dans les 10 premiers, il n'y a rien, pas de prime. Mais moi, je m'en foutais, c'est lui qui m'avait expliqué. Il m'avait dit, on avait tout enlevé. Il m'a dit, on a mis le niveau d'exigence, on a dit, Southampton, on finit dans les 10 premiers. Mais il faut que tu ailles voir en Angleterre. Les 7 premières places, elles sont prises. On peut Liverpool, Arsenal, United, City, Chelsea, Tottenham, Everton, et voilà. Après, t'essaies de grappiller ce que tu pouvais. On avait fini devant eux, devant Everton, donc on finit 7e. C'était un peu premier de ton championnat, si t'as envie. Et le coach, moi, il avait pas réussi à s'intégrer par rapport peut-être aux joueurs, etc. Des choses que j'ai pas vues, parce que moi aussi, avec mon genou, j'étais un petit peu dans mon truc, en retrait. J'essaie déjà de bien me rééduquer. Ça n'a pas matché avec le coach, il est parti. Il y a eu un nouveau coach. Moi, personnellement, ça n'a pas matché avec lui, mais j'ai toujours respecté le club. Et je pense qu'encore une fois, le club me l'a bien rendu, même si c'est pas grand-chose en Angleterre. Je te raconte une autre anecdote, si t'as envie. Allez. J'ai l'intendant du club qui me déménage, qui me refait venir en France, si tu veux, qui m'aide. Daryl, il s'appelle. Il dit non, moi c'est bon, je te ramène toutes tes affaires en France et tout. Je suis un ancien truc de Southampton. Ça me fait plaisir, avant j'étais routier, etc. Ça me fait plaisir. Ok, et le mec il me fait, j'essaie de lui prendre un truc à Cannes, tu vois, de lui payer déjà tout ce qu'il a à payer, etc. Et puis il me dit, tu sais Jérémy, le club il a fait une chose je lui montre 2-3 papiers que je comprenais pas, que le club m'envoie, et il me traduit, il me dit un truc là je comprends pas, mais c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça. Donc lui il essaie de m'expliquer très tranquillement. Il me dit, le club vient de te faire un papier, ils te disent que tant que tu ne trouves pas un nouveau club, puisque j'étais libre, il me dit, le club continuera de te payer. Je lui dis, mais je comprends pas, je fais vérifier le truc. Et effectivement, le club m'a fait signer un papier, ils m'ont dit, tant que tu ne trouves pas un club, le club continuera de te payer. C'est hyper classe. Et ils ont continué de me payer au prorata. Après, moi, je voulais voir si c'était vrai, ils l'ont fait, au jour près, ils m'ont payé jusqu'à ce que je signe avec Lille. Donc cet intendant m'a dit, c'est la seule fois de ma vie que je vois Southampton, club qui vraiment calcule tous ses sous en Angleterre,
C'est la seule fois de ma vie où je vois ce club-là faire ça pour un joueur. C'était ton salaire à 100% en plus ou c'est 100%. J'ai rien demandé. C'est eux qui m'ont dit d'eux-mêmes. Ils m'ont dit, puisque ils C'est m'ont un truc facile, service rendu. Ils m'ont dit, t'as pas dit un mot, tu t'es donné à fond, tu t'es blessé, t'as rien dit, t'es revenu. Les supporters, à l'époque, j'arrive, je me blesse. Ils disent, bah non, mauvaise recrue, point barre. Je me rappelle avoir discuté avec Matt Le Tissier. Je me parle? Non. C'est une légende. C'est une légende, Southampton. Vous regarderez sur Internet. Pareil, il fait ses petits trucs à la radio, bah, mauvaise recrue et tout, tu vois. Il vient, il se fait de genoux, c'est normal. Je lui avais envoyé un message sur les réseaux, je lui dis bonjour, monsieur Le Tissier. Je dis, voilà, tout le monde me critique. Moi, je vous dis qu'avant la fin de saison, je suis là. Et il avait pris ça encore une fois. Il avait bien pris, tu vois, sur les réveils. Il m'a dit bravo et tout, bonne mentalité. Donc, en gros, j'y crois pas, mais on verra. Avant la fin de saison, j'étais là. Et si je peux pas jouer, c'est parce que les assurances me l'interdisent. Sinon, je pouvais même jouer avant la fin de saison. Mais j'ai tout fait pour que mon genou il soit impeccable. Je me fais ça en septembre et pour qu'en mars, je sois là. C'est-à-dire fin février, je suis là, je suis avec la réserve. Je m'entraîne avec eux et tout, je fais des matchs. Les assurances m'interdisent de jouer avec les pros. Sinon, j'étais là et j'ai fait quelques matchs avec eux en fin de saison. Un bon exemple de professionnalisme au final. Et je pense que tu as été des mecs comme ça, peut-être qui ont, voilà, le club, le nouvel entraîneur. J'ai rien dit. Voilà comment ça s'est passé pour mon aventure à Southampton. J'ai appris l'anglais, naissance de mon enfant. Pas mal de choses aussi dans ma vie. Un gros point de ta vie, quoi. C'est pas juste une petite étape de 2 ans, c'est quelque chose qui t'a marqué. Sur le coup, ça fait très très mal, mentalement. Physiquement, oui, ça fait mal le choc, mais mentalement, ça fait mal de se faire stopper. Mais avec le recul, non, je regrette absolument pas dans ma vie de tous les jours d'avoir vécu ça. Et avant qu'on en vienne à ton passage lillois, la première ligue justement, c'est aussi des ambiances et des enceintes sublimes. Quel est le stade, toi, qui t'a le plus marqué en première ligue? Eh ben, tu sais que les clubs en première ligue, les clubs qui sont là où c'est le plus dur à jouer, là où il y a le plus d'ambiance pour moi, c'est comme ça tout de suite, hein, Watford, Crystal Palace, tu vois, ce genre d'équipe. Ouais, les Fournaises. Ouf, c'est très très dur. Les clubs de Londres là comme ça, on a Burnley, tout en haut aussi. Mon Dieu, que c'est dur. Il lâche rien, c'est Fournaise, c'est un peu stade duré, mais vraiment ambiance à l'anglaise. C'est très près, les tribunes. On ressent la pression, c'est ça. Par contre, là-bas, derrière toi, t'entends les par contre, là-bas, il y a peut-être par rapport à la France, et en France, ça insulte peut-être un peu plus, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu plus provocateur et tout, ça va vite dans les insultes. Il faut être très pro, il faut l'encaisser. Là-bas, il y a beaucoup moins ça. C'est plus provocation, chambrage. Par les chants, notamment. Voilà, par les chants, etc., mais pas dans les gestes. Voilà, ils savent faire attention à certaines choses. Ils vont pas te dire des insultes plus fréquentes qu'en France on peut balancer comme ça rapidement. Là-bas c'est plus sur le chambrage, tu vois. Ils viennent d'ouvrir le score, paf, là ils envoient du lourd. Ils se font égaliser, boum, là ça renvoie la sauce. Mais moi j'ai plus vu ça sur les supporters. Et surtout le match terminé, Southampton, pareil, tu sortais du stade, t'allais à ta voiture, au parking, et tu voyais les gens, ils prenaient un verre avec les écharpes des 2 couleurs, etc. Il y avait pas... Voilà, c'était bonne ambiance. Mais par contre, quand tu étais dans le stade, là, ils se donnaient à bloc pendant 2 heures. Pour revenir à ta question, ouais, les clubs de Londres, tu vois, dans la banlieue... Un peu de seconde zone, on peut dire. Seconde zone, c'était très, très grosse ambiance. Du coup, après 2 ans en Angleterre, tu reviens en France, à Lille. Ouais. Et justement, comment tu l'as eu, cette opportunité de rejoindre le LOSC? Alors, quand je pars de l'OGC Nice, j'ai 2 clubs en France qui m'appellent. Bordeaux, oui, je crois que c'est Gourvenec qui arrive, où j'étais l'entraîneur que j'avais eu en prêt, et ça s'est très bien passé. Et Saint-Étienne, Galtier, qui essayait de me faire venir, mais moi j'étais formé à Lyon, etc. Il y avait quelque chose à observer, tu vois, plus que le football. J'avais aucun problème avec Saint-Étienne, vraiment aucun. Et d'ailleurs, je crois que Galtier en avait discuté par rapport à ça, puisqu'il y avait eu un cas Anthony Mounier, qui n'avait pas pu signer là-bas par rapport à des choses Lyon, Nice, etc. Moi, justement, dans ma carrière, j'avais jamais eu trop de soucis. Donc, il me dit, non, je discutais avec eux, je refais pas 2 fois la même erreur. Ils m'ont tous dit, c'est bon, s'il faut venir, il y a aucun problème. Ils font la part des choses, les supporters, entre formés à Lyon, t'as tout donné pour ton club, justement, ils savent que chacun le fait pour son club. C'est les premiers contacts que j'ai avec Galtier à l'époque. Donc, je lui dis gentiment. J'avais aussi eu à Lyon, hein, il était entraîneur adjoint, mais on se côtoyait pas. Je lui ai gentiment dit que je voulais aller à l'étranger, etc. Et donc, quand j'ai eu cette opportunité de revenir en France, lui, à cette époque-là, il récupère le club.
très mauvais état. 17e l'année d'avant, il récupère sur un fil. Il récupère l'équipe. C'est Luis Campos qui fait le recrutement. Très jeune, ils font là-bas un peu du trading, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment, il faut prendre une année, on revend, faut faire de l'argent. Galtier, il dit, par contre, moi, je revis pas une saison comme je viens de faire. Il dit à Campos, il me faut 3 joueurs solides. Il me faut 3 joueurs, si possible, qui parlent français plus vers la trentaine et qui m'assurent le vestiaire, qui m'assurent les matchs, qui m'assurent le truc. Et donc, il me dit, Jérémy, voilà, il le faut. Donc, c'est comme ça qu'ils sont venus me chercher et j'étais libre aussi. Donc, pas de souci par rapport à ce niveau-là. Ils m'ont expliqué le projet, je l'ai accepté aussi de mon côté. Et donc là-bas, tu vas remporter un championnat de France et un trophée des champions, mais donc jouer très peu de matchs, comme tu disais, c'est plus un rôle de taulier que tu vas avoir. Et justement, il y a même cette phrase qui l'illustre bien, c'est réaction à la perte, Ouais. c'est avant un match face à Angers, il me semble, que tu prononces, qui est devenu mythique. Mais justement, avoir un rôle de ce type, c'est pas un peu frustrant à force? Si. J'en souffre aussi, j'en ai souffert après ma carrière, j'en ai souffert parce que 2 ans à Southampton, une blessure, une année où le coach il te fait pas jouer, t'arrives à Lille, au début, t'es dans les 14, tu joues un petit peu, après un petit peu moins, après une nouvelle direction pour la dernière saison, j'épargne les détails, mais je l'ai accepté. Ce que tu dis là, réaction à la perte, c'est une chose qui est sortie parce que Canal avait mis des micros, mais en fait, je le faisais tous les week-ends, tous les jours. Moi, j'avais dit au coach en début de saison, en voyant le PSG faire quelques défaites, et je lui ai dit, on va être champion. Et il m'a dit, non, mais non. Il y a cette anecdote où même quand tu signes, tu demandes une prime pour être champion de France et on trionnait limite, c'est ça? Oui. Encore une fois, je tairai les noms. Je dis, voilà, je ne crache jamais dans la soupe. J'aime pas ça. Mais quand je me suis retrouvé autour de la table et on m'a dit, tu prolonges 2 ans de plus, si t'es OK de jouer ce rôle, tu peux faire 2 ans de plus. Je leur dis, aucun problème, j'accepte. Par contre, moi, j'aimerais bien une prime de champion dans mon contrat. Ils m'ont dit, non, mais si tu veux, mais on s'en fout parce qu'en fait, on joue pas ça, quoi. Et je leur ai dit, écoutez, si on fait ça, s'il n'y a pas, moi, je rentre chez moi. Du coup, je suis parti. Mais évidemment, mon entourage me prend pour un fou. Jérémy, t'as 31 ans, c'est compliqué de trouver un meilleur projet que Lille, mais etc., au niveau, ce que tu veux, salarial, ancré dans l'équipe, supporter, équipe qui joue le tableau, tout ce que tu veux, c'est compliqué de trouver mieux. Je dis, ouais, mais à un moment donné, c'est peut-être toutes les anecdotes qu'on dit depuis tout à l'heure, peut-être que le niveau d'exigence dans ma carrière a été à un tel point que moi aussi, j'ai essayé de mon côté de leur dire, mais à un moment donné, c'est ça et c'est pas autre chose. Mais quand j'en parlais avec José Fonde, quand j'en parlais avec les autres joueurs cadres, ils m'ont dit, mais on sait ce que tu fais. Donc j'ai réussi à mettre mon petit truc, mais je m'en foutais, en fait, j'ai même pas regardé. Puis à la fin de saison, on est champion. Et là, les mecs, ils m'ont dit, j'ai discuté avec, je me rappelle, Renato Sanchez, des mecs comme ça et tout. On a une nouvelle direction, on a des machins, des mecs, des gens des choses que les gens n'aiment pas trop, qu'on parle dans le football, tu vois, d'argent, des choses comme ça. Mais les joueurs, eux, ils se posent quand même des questions quand tu vas jouer le titre. Et non, il n'y avait rien, 0, peanuts, rien du tout. Donc là, il y avait des joueurs comme ça qui comprenaient pas, tu vois, des étrangers, putain, si on est champion et tout, il n'y a pas un petit quelque chose et tout. Non, il n'y a rien. Et à quel point... Et à Renato, je lui explique, excuse-moi, Nathalie, je lui explique, je lui dis, mais moi j'ai fait ça. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, si. Je dis, parce que moi, en début de saison, quand je vous ai vu signer là, Renato Sanchez, j'ai vu l'équipe qu'on avait, j'ai vu Jonathan David, j'ai vu je sais pas qui, j'ai vu je sais pas quoi. Il y avait Léo à l'époque ou pas? Ou il Non, était déjà parti? il était déjà parti. Mais on avait Joe Bamba, valeur sûre, on avait Jonathan Iconé, fallait le voir à l'entraînement, exceptionnel, Jorko. Jonathan David, exceptionnel. On avait Luis Araujo, des remplaçants de luxe. On avait Mike Maignan au but, exceptionnel. On avait Burak Yilmaz qui venait remplacer les Crémy. On aurait aimé garder Loïc, mais Burak, on le voit arriver. Et il arrive, on se dit non, mais il va mettre quelques buts, et puis voilà. Mais il avait une technique, une grinta surtout, à l'entraînement. Et mon Dieu, quoi. C'était exceptionnel. Et c'était exceptionnel pour gagner tous les matchs, tous les jeux, toutes les conservations. Tu mets un mec comme moi pour gérer un peu le groupe. José Fonte, pareil, il vient, il a un peu comme Dante à Nice, tu vois, c'est un peu le même profil qui est là, tu peux rien lui reprocher. Burak Yilmaz, pareil. Mike Maignan, qui commence à être dans la fleur de l'âge où ils veulent pareil tout gagner. Et ben tous les mecs, on a eu tous la même étoile au même moment. Et ben ça a fonctionné. Que ce soit évidemment Rafael Leao
Renato Sanchez ou encore Jonathan Ikoné. On a vu que Lille a connu une magnifique ribambelle de super talents, notamment quand tu étais avec eux à Lille. Lequel d'entre eux t'a le plus choqué à l'entraînement sur le terrain? Renato Sanchez, il est choquant parce qu'il fait des choses, mais vraiment d'une puissance phénoménale, tu vois, sur une action. Osimhen, quand il est arrivé au club, les joueurs, on demande à Luis Campos, mais tu l'as payé 8 millions, mais vous verrez. Premier entraînement, on fait les coups de pied arrêtés, bam, il claque une tête avec les remplaçants, bam. Alors c'était dur de marquer contre les titulaires qui jouaient vraiment, tu vois. Deuxième centre, bam, il remet une tête, but. On se regarde les mecs, on dit oh punaise, c'est quoi ce phéno encore? Il est remplaçant, même lui déjà premier match, il comprend pas, remplaçant alors qu'il vient d'arriver au club. Il dit au coach, moi je veux jouer. Le coach il dit calme-toi, je te ferai jouer 20 minutes ce week-end. Ok, il joue 20 minutes, bam, doublé. Le match d'après, bam, doublé. On dit oh là là, c'est quoi encore ces joueurs? Donc des anecdotes comme ça, j'en ai plein. À Lille, on en a côtoyé plein, mais sur ce qu'ils voulaient faire en termes de trading, tu sais, en termes de vente de joueurs, ouais, je pense qu'on était en plein dedans. Si c'est pour... Tu vois, à un moment donné, moi, t'as un contrat sur la table. Les gens, ils disent, ouais, mais tu joues moins, machin. Ok, mais moi, on m'a dit, il faut gérer un vestiaire. J'ai déjà vu des joueurs. J'ai déjà vu Raphaël Leao, aujourd'hui, au Milan AC. Je l'ai déjà vu au fond du trou, à Lille, après un mauvais match. J'ai déjà vu Loïc Rémy, qui était un peu aussi dans le même cas, qui jouait moins, le voir, alors que c'est son concurrent direct, le prendre dans les bras. Mais c'est pas grave, mon pote. Mais c'est pas grave, c'est rien, ce que t'as vécu, je l'ai déjà vécu. T'inquiète pas, tu verras le prochain match et tout. Et le mec, il revient comme ça. Et puis quand ils font un super match, calme-toi, reviens avec nous. T'as fait un super match, bravo. On te montre les photos, les vidéos, tout ça. Reste avec nous, travaille. Les mecs, après, t'as vu les montants. Là, il faudrait que tu me fasses une liste. Et il y en a plein. Même des Balo Touré, Mike Maignan, Thiago Mendes. On peut faire la liste, si tu veux. De Zeki Selic. On peut remonter comme ça tout le long. Nicolas Pepe, Jonathan Ikoné, Joe Bamba, Renato Sanchez, Non, Renato peut-être pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont été vendus très 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 cher. Victor Osimhen, qui ont été vendus très très cher, très bien vendus par la suite, ce qui a permis aussi au club de rééquilibrer, parce qu'apparemment, voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques dettes. Et maintenant, Lille, c'est quand même une valeur sûre de solide championnat. En 2022, donc tu quittes Lille et changes d'activité, puisque depuis tu es dans l'immobilier. Je sais pas si on peut dire agent immobilier. Non. C'est quoi le terme exact? Ouais, non, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit qu'est-ce que tu aimes faire et ce que tu aimerais faire. Donc là, j'ai essayé de rester très large. J'ai dit immobilier, j'aime beaucoup l'immobilier. Après, c'est très très large. Quand j'ai dit ça, ce que je voulais dire, c'est que déjà j'adore ça, oui. J'essaye de m'investir là-dedans, de faire une société, etc. Mais je peux pas me considérer vraiment comme un agent immobilier de pur, tu vois, qui fait ça toute sa journée. On est resté actif surtout. Voilà. Après, dernièrement, j'ai fait aussi autre chose pour parler de l'entrepreneuriat. Et là, je suis revenu sur ça. Et quand j'ai dit que j'aimais l'immobilier, je parlais aussi de là où j'ai investi dans ma carrière. Tu vois, les choses dans lesquelles j'ai investi, il y a beaucoup dans l'immobilier. Quand il y a eu la période Covid, on était tous à la maison, etc. Moi, je regardais beaucoup, je lisais beaucoup de choses sur l'immobilier. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis installé, je suis allé voir beaucoup de professionnels, etc., de l'immobilier. Donc ça, oui, j'adore. Maintenant, est-ce que je suis vraiment agent immobilier tous les jours? Non. Mais après, j'adore ce côté transactionnel, etc. Tu vois, trouver des gens qui cherchent une maison, puis des gens qui vendent leur maison, essayer de faire une transaction. Si en plus ça peut être ton métier, j'adore. Et tu y avais réfléchi très tôt, à mon avis, justement à ton après-carrière et à l'immobilier. C'est quelque chose qui depuis longtemps te trotte en tête? Oui. Et maintenant que les années passent, tu vois, 1 année, 2 années, je me rends compte aussi que l'entrepreneuriat, en général, je ne veux pas dire de trucs précis, c'est pour ça que je dis immobilier en général, il y a énormément de choses dans l'immobilier, de la location, de la gestion, de la transaction, il y a tout en fait. Il y a de la rentabilité, de l'investissement, tout ce que tu veux. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. J'essaye de faire ça et je me rends compte que c'est aussi un métier différent. C'est aussi se servir de ton argent pour faire des choses, pour aider les autres, mais que ça soit rentable pour toi, etc. On le voit un peu à la télé, sur M6, tu sais, les 4 mecs qui sont assis, ils essaient d'apporter quelque chose. Voilà, là, tu vois, c'est un peu ce genre de choses-là. Ça aussi, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas quel nom on peut donner à ça, mais c'est un métier. C'est un métier de pouvoir faire ce qu'il faut avec l'argent que tu as gagné. Il y a l'immobilier. J'adore faire ça aussi, tous les jours, discuter avec des mecs qui m'appellent. Pas un joueur, ils servent aussi de mon réseau.
et un joueur qui cherche une maison sur la Côte d'Azur, ok, il y a telle personne, tel truc, etc. Et il y a aussi ce côté, comment on dit, dans l'aide, tu vois, aux sociétés, je sais pas comment on appelle ça. Conseil, Tu vois, tu étais là, Consulting, un peu. consulting, et puis tu peux aussi investir, etc. Il y a pas mal de choses à faire comme ça que j'aime bien. Et bon, tu l'as déjà évoqué un tout petit peu au début, c'est que tu n'as pas totalement lâché le football puisque tu es aujourd'hui avec la réserve de l'OGC Nice en D5. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure? Déjà, après ma carrière, je me suis entraîné avec l'équipe bis, enfin l'équipe 2, qui était moi je disais CFA, mais c'était pas, on disait N3, je CFA, crois. N3. Je me suis entraîné avec Didier Digard, avec Julien Sablé, avec Marama Veirua. Toute l'année, je les en remercie encore aujourd'hui. Je pouvais aller à la cantine, profiter des kinés, tu vois, continuer. Je discutais avec eux, Cédric Varro, tous ces joueurs que je côtoyais, Johan Odell, et ils m'ont tous dit la même chose. Quand t'arrêtes la carrière, il faut faire un truc, sinon c'est dur. Donc j'ai dit, ok, là, à ce niveau-là, je vous crois sur parole. Donc je me suis entraîné avec eux. Après, j'ai laissé une année un petit peu tranquille. Et le club a pris un changement au niveau de la formation avec un groupe élite. Du coup, ils ont abandonné la N3. Je crois qu'ils se sont fait retoquer par la FFF qui leur ont dit non, vous perdez l'association si vous perdez votre équipe senior. Ça veut dire plus d'équipe féminine, Des équipes jeunes, des points de Ligue 1. Il peut y avoir pas mal de choses sur le tapis. ça pourrait chambouler. Pas mal de choses, voilà. Et du coup, ils ont appelé David Soubieux, qui était le team manager du centre de formation, que je côtoyais aussi, mais parce que j'allais m'entraîner, etc. Et puis je le croise, et puis il me dit, voilà, je reprends l'équipe. Il me dit, tu veux pas venir avec nous? Je sais pas, je l'avais au téléphone juste avant de venir avec vous, parce qu'on a joué hier soir. Et puis au fait, non, on a un peu le même caractère. Il m'a regardé, il m'a dit, tu veux venir, tu viens. J'ai dit, écoute, je te demande un truc, c'est, si je viens, je m'implique à 100%. Et si un jour je peux pas venir, tu m'en veux pas? Il m'a dit non. Je dis ok, c'est bon alors. Parce que moi, c'est un truc qui m'obsède, c'est les contraintes, tu vois, de me dire d'être. J'ai plus là, je veux plus faire ça. Là, j'ai besoin de souffler encore, tu vois, après ma carrière. Et je veux plus avoir de contraintes trop forcées sur des choses à faire. Donc je lui dis si un jour je peux pas venir parce que je dois être avec ma famille et tout, tu vois, je priorise les choses comme ça. Ah non, mais c'est pas ça. Nous, on serait déjà content qu'un ancien pro vienne avec nous, etc. Bref, au final, maintenant, je suis capitaine, j'y vais tous les mardis, on s'entraîne tout le temps, mais jamais. Il y a les matchs de Ligue des Champions, on voit sur notre groupe WhatsApp, je vois des mecs, non les gars, je suis un peu malade, menteur, et c'est qu'il y a les matchs de Ligue des Champions. Moi, j'y vais à l'entraînement le mardi, j'y vais, même si on est 7, j'y vais. Là, hier, on a joué encore à fond pour essayer, C'est beau. On est en D5, c'est le plus bas niveau de France, et on essaie de faire monter le niveau en D4, l'équipe en D4, voilà, tout simplement. Donc on joue toutes les équipes du coin. Et au final, on s'est fait rejoindre par quelques anciens joueurs. Donc Romain Genevoix, Franck Djadjedje, qui était là dès le début, même s'il ne s'entraînait pas. Johan Odell. Il y a Mika Buchet aussi, qu'on peut considérer comme professionnel, vu son niveau déjà, et son âge. Et on a quelques jeunes, beaucoup de mecs qui viennent Des kinés, des attendants, attachés de presse. Et encore, on essaye de les pousser. J'en parlais ce matin, encore une fois, avec David, l'entraîneur. Peut-être se calmer un peu, parce qu'on essaye de les pousser à bout, vraiment en termes d'exigence. Mais après, il n'y a aucune pression, tu vois. Nous, moi je leur dis, j'essaye de les appeler les mecs, parce que dans la vie, j'aime bien aussi connaître les gens. Donc, tu vois, la dernière fois, il y en a un qui a eu un peu mal, je l'ai appelé le lendemain. La dernière fois, l'autre, il a marqué un but, je l'ai félicité le lendemain, tu vois. Et au fur et à mesure, tu as toute l'équipe, tu connais vraiment tout le monde. Et je sais plus où je voulais en venir. Mais ce que je voulais dire, c'est que maintenant, l'équipe, elle tourne, et on prend plaisir. Et on se retrouve à jouer le haut de tableau, ce que je pense que le club n'avait pas pris en compte. Ils se sont dit, ouais, on les met là juste pour les mettre là. Voilà, une équipe qui est créée juste par obligation. Non. Maintenant, nous remontons en D4. Avec beaucoup d'humilité, parce que il y a aucune pression. Il y a des équipes en D5 qui veulent aussi monter en D4. Ouais. Mais c'est le monde amateur, c'est comme ça. Donc nous, on a dit, on a aussi un maillot à respecter. Même si c'est en D5, t'as quand même le maillot rouge et noir sur le dos, tu vois, par rapport à ce que tu reçois aussi, sur le côté, des insultes, des machins, des trucs, des mecs et tout. Tu joues pour l'OGC Nice, tu t'arraches avec du caractère, tu fais ton match. Et ça se passe bien. Et là, en ce moment, on gagne beaucoup, donc on va essayer de faire ça jusqu'à la fin. Bon, eh bien, merci Jérémy, franchement, de nous avoir accordé ton temps. C'était super de t'avoir avec nous. J'espère avoir raconté quelques anecdotes que je n'avais pas racontées ailleurs. Je sais pas, mais en tout cas, au plaisir d'en re-raconter si l'envie vous prend une prochaine fois. Merci pour ton temps, merci pour ta gentillesse. Je remercie aussi Nathan de m'avoir accompagné et on se retrouve pour un prochain épisode sur Wave Storia.
avez écouté cet épisode jusqu'au bout ? Bravo! N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si vous avez aimé. À très bientôt pour un nouvel épisode sur www.wavestoria.com.